Alors chaque homme a son fusil car le travail doit être fait avec sabre, épée ou pistolet et quand nous ne pouvons plus porter un coup, alors allumez la poudrière les garçons et nous montons. Il vaut mieux nager dans la mer en dessous que de se balancer dans l'air et nourrir le corbeau. Dit le joyeux Ned Teach de Bristol, ce poème plutôt macabre romantise la dernière résistance suicidaire et frénétique du célèbre pirate Barbe Noire qui a combattu les autorités jusqu'à son dernier souffle. Écrit en 1719 par le père fondateur des États-Unis, Benjamin Franklin, ce poème montre à quel point le pirate flamboyant de l'âge d'or de la vente pouvait devenir célèbre. Même les plumes des plus puissants et savants d'Amérique n'étaient pas au-dessus de la poétisation des pirates. C'est parce que les pirates étaient une affaire importante. Ils n'étaient pas simplement des voyous non lavés en mer, qu'il s'agisse de leur impact sur le commerce ou de leur impact sur l'imagination occidentale, les pirates ont redéfini les idées de liberté et de justice. Vivant une vie de liberté criminelle, les pirates luttaient contre les éléments, volèrent les marchands, combattaient les marines et respectèrent leurs codes. La vie de ces individus féroces et imparfaits, ainsi que celle de certains des capitaines de pirates les plus légendaires, sera le sujet d'une série d'épisodes sur cette chaîne. Car bien sûr, il y avait plus chez les pirates que le romantisme audacieux. Les capitaines de pirates et leur équipage étaient violents et impitoyables. Une partie de cela était une nécessité, mais certains capitaines allaient au-delà de la normale, créant un art révoltant à partir de l'atrocité. Le capitaine Barbe Noire et Charles Vane, tous deux encore connus de nos jours, étaient de tels capitaines, employant la cruauté de manière calculée et systématique. Ces deux hommes ont prospéré et péri, vivants et mourants, sous le Jolly Roger. Mais ces pirates nous semblent presque mythologiques, aussi réels pour nous que le capitaine Jack Sparrow ou Harry Potter. Qui étaient les Barbes Noires et Charles Vane? Et comment ont-ils réussi à capturer les cœurs et les esprits en plus des navires et de l'argent? Nous répondrons à ces interrogations dans cet épisode. Notre premier regard sur les vies lucratives, violentes et souvent tragiques des pirates à travers l'histoire. Ceci est les guerres du monde. Aucune discussion sur les pirates redoutables ne serait complète sans mentionner Barbe Noire. Symbole des flibustiers, pendant l'âge d'or de la piraterie, Barbe Noire a façonné et défini notre compréhension même de ce que signifie être un pirate. Au cours de sa carrière de terreur et de tyrannie, Barbe Noire a pillé jusqu'à 45 navires, témoignant de sa ruse ainsi que de sa cruauté. Mais qui était Barbe Noire et comment est-il devenu un nom familier? Malgré sa notoriété, la vie de cet homme reste peu connue. Supposé avoir 35 ou 40 ans à sa mort, Barbe Noire est probablement né vers 1680. Aucun enregistrement de cela ne survit, ni de son véritable nom. Généralement appelé Edward Teach, d'autres contes lui donnent des noms de famille tels que Thatch, Tack, Tack et plus encore. Ce n'est pas inhabituel pour les pirates. Il semblait que Monsieur T, à l'instar d'autres pirates, tenait à garder son identité secrète. Probablement né à Bristol, port du sud-ouest de l'Angleterre et centre du commerce, Teach aurait eu de nombreuses occasions de poursuivre une vie dans les opérations outre-mer en expansion de la Grande-Bretagne, peut-être en se rendant pour la première fois dans les Caraïbes pendant la guerre de succession d'Espagne pour piller les villes et les navires espagnols. Ces hommes étaient connus sous le nom de corsaires. Non rémunérés par aucun gouvernement, les corsaires recevaient des licences pour gagner de l'argent en pillant les navires des puissances ennemies, essentiellement une piraterie sponsorisée par l'État. Utiles pendant les guerres semi-constantes des royaumes atlantiques en expansion de l'Europe, ces corsaires deviendraient rapidement une nuisance en temps de paix lorsque leurs affaires de sang et de butin se retournaient contre de nouvelles cibles. Il est probable que Barbe Noire était l'un de ces corsaires. Après la signature de la paix d'Utrecht en 1715, mettant fin à la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, Barbe Noire a quitté la Jamaïque, longtemps un centre de pouvoir britannique dans la région, pour New Providence, les Bahamas, un centre émergent pour les pirates. Décrit par un comme, je cite, pas une ville de maison, c'était un lieu de séjour temporaire et de rafraîchissement pour une population littéralement flottante. New Providence était un endroit sans loi et dangereux, la base parfaite pour les aventures de Barbe Noire. Rejoignant l'équipage d'un autre capitaine, Benjamin Hornigold, Teach a rejoint les rangs avec d'autres pirates célèbres comme Samuel Bellamy ou Black Sam, tous membres de l'infâme gang volant.
Hornigold a fait de Teach son lieutenant, lui donnant le commandement d'un petit navire à un seul mât avec 6 canons et un équipage d'environ 70 hommes. Blackbeard a rapidement prouvé sa valeur, capturant un navire sortant de la Havane contenant 120 barils de farine. Maintenant, Blackbeard gagnait sérieusement de l'argent. Pour fêter cette victoire, une goélette a été saisie près des Bermudes. À l'intérieur, 100 barils de vin. Cela s'est avéré être tellement au goût de l'équipage que lorsqu'ils ont arrêté un navire espagnol naviguant depuis Madère, une île espagnole célèbre pour son vin doux, Barbe Noire et son quartier-maître ont complètement perdu le contrôle de l'équipage. Le navire capturé a été dépouillé de tout l'alcool puis coulé avant même que le reste de la cargaison ne puisse être pris. Barbe Noire n'oublierait pas cet incident où il a perdu le contrôle de ses hommes, comme nous le verrons plus tard. Et ainsi se passaient les choses, avec Barbe Noire servant sous Hornigold, avec 1 ou 2 navires sous son commandement, dévalant les Caraïbes, capturant des navires et leurs cargaisons et devenant, sinon très riche, du moins très ivre. Cela a duré jusqu'à ce que Hornigold soit rétrogradé en 1717 et prenne immédiatement sa retraite. Cela était probablement dû à son insistance pour que seuls les navires de son ancien ennemi, les Espagnols, soient attaqués. Avec de juteux navires britanniques remplis de précieuses cargaisons potentiellement alcoolisées qui passaient aussi souvent nonchalamment près de New Providence, ils sont devenus un repas trop tentant pour que les pirates puissent le tolérer. C'est ici que l'histoire d'Edward Teach prend un énorme tournant. Maintenant, il ne servait pas Hornigold, mais lui-même. Laissant charge avec le reste des membres de l'équipage pirate moins scrupuleux, Barbe Noire justifierait bientôt son infamie. En moins d'1 an, Barbe Noire a attaqué un navire marchand français rempli d'esclaves, tirant des bordées de chacun de ces 2 navires dans le grand vaisseau. Avec la reddition de ce navire assurée, Teach l'a pris pour lui-même, l'équipant de canons et la renommant la vengeance de la reine Anne. Pesant 200 tonnes et de taille imposante, la vengeance de la reine Anne était autant un navire de combat efficace qu'une déclaration visible de succès. L'équivalent pirate d'une entreprise multinationale se construisant un gratte-ciel en verre brillant. En haut, il a fixé le drapeau emblématique, bien que contesté de Barbe Noire, utilisant le symbolisme du sang, de la mort et du diable pour inspirer la peur aux malheureux observateurs. Suite à une attaque réussie sur un navire marchand bien armé, le Great Allen, la flotte de Barbe Noire est décrite par le journal, le Boston Newsletter, comme composée d'un navire français de 32 canons, d'une brigantine de 10 canons et d'une goélette de 12 canons. Selon ce calcul, Barbe Noire commandait probablement jusqu'à 150 hommes. À une occasion, dînant à bord de la reine Anne's Revenge, Barbe Noire s'est assis en face de son premier officier. Au milieu du repas, il a éteint la bougie devant lui et en un mouvement rapide, a sorti son pistolet, tirant sur son premier officier au genou. Les motifs de son acte restent flous. Lorsqu'on lui a demandé, il aurait dit « Si je ne tire pas sur 1 ou 2 membres d'équipage de temps en temps, ils oublient qui je suis. Vous souvenez-vous de la fois où son équipage s'est saoulé et a désobéi à ses ordres ?» Oui, ce genre de choses ne se reproduirait plus. Au cours du mois de mai de 1718, Barbe Noire a participé à un événement dramatique rappelant une scène du film populaire « Les Pirates des Caraïbes ». Dans le film, l'équipage du Black Pearl attaque Port-Royal en Jamaïque et capture Elizabeth. Eh bien, dans ce cas, Barbe Noire a mené une attaque sur la ville de Charlestown en Caroline du Sud. Tout en menaçant des otages, dont certaines femmes riches, d'exécution afin d'obtenir des fournitures, les autorités de la ville ont tardé. Barbe Noire leur a d'abord donné le bénéfice du doute, mais suite à d'autres retards, il a fait naviguer tous ses bateaux dans le port. Une panique générale s'ensuivit. Les fournitures ont été rapidement rassemblées par les habitants terrifiés, mais pas avant que plus d'un pirate ne réussisse à atteindre la rive où ils se sont rapidement saoulés. À son crédit, Teach a respecté sa part du marché et a libéré les otages vivants, bien qu'ils aient été privés de tous leurs biens, y compris certains vêtements fins que certains d'entre eux portaient. Après cela, Barbe Noire a appris l'arrivée d'une flotte en provenance d'Angleterre, déterminée à éradiquer la piraterie dans les Caraïbes. Teach a navigué vers le nord pour éviter la capture. Ce mouvement s'est avéré désastreux. Le Queen Anne's Revenge, navire pris en prix, s'est échoué, fissurant son mât principal et endommageant plusieurs poutres majeures. Les tentatives de sauvetage du navire ont entraîné l'échouement d'un autre navire et Blackbeard a été contraint d'abandonner les 2 navires.
Après cela, Blackbeard s'est établi une base dans une anse de Caroline du Nord, collectant des péages des navires de passage dans le Pamlico Sound. Il partageait les profits avec le gouverneur corrompu de Caroline du Nord. L'argent était facile, mais a rapidement irrité les planteurs de Caroline à tel point qu'ils ont réussi à faire envoyer une force navale britannique pour neutraliser Blackbeard une fois pour toutes. À ce stade, Blackbeard et son équipage étaient assez bien connus. De nombreux récits d'un pirate grand, fort et à la barbe noire circulaient dans les tavernes et les marchés à travers le Nouveau Monde, de Boston au Brésil. Un auteur raconte comment Edward Teach a pris le surnom de Blackbeard à cause de cette grande quantité de poils qui, comme une météore effrayante, couvrait tout son visage et effrayait l'Amérique plus que n'importe quelle comète qui y est apparue depuis longtemps. Inspirer la peur, une partie importante des responsabilités de tout capitaine pirate, est devenue plus qu'une tâche pour Teach. Avec son apparence terrifiante et mémorable, Blackbeard l'a transformé en un art. En plus de sa masse effrayante de poils faciaux, Blackbeard fixerait de petites bougies et des morceaux de mèche, les allumant avant d'aller au combat. Grand, féroce et enveloppé de fumée, la présence de Blackbeard à bord devait sembler démoniaque. Les forces britanniques devaient être plus qu'un peu nerveuses à propos de leur mission pour traquer cet homme notoire. Sous le lieutenant Robert Manard, 2 sloops ont trouvé Blackbeard et ses pirates amarrés au large de l'île d'Ocracoke. Le navire de Blackbeard, l'Adventure, les a repérés et a immédiatement tiré une bordée complète une fois à portée, les canons résonnant de manière tonitruante sur les rivages sablonneux. Agissant de manière décisive, Teach a coupé son ancre pour réduire le poids et a fait demi-tour, présentant sa prochaine rangée de canons chargés. Avec la distance réduite, l'Adventure a de nouveau tiré sur les 2 sloops. Cette attaque en rafale était dévastatrice. Alors que des boulets de fer déchiraient les bois des sloops, pulvérisant l'équipage à l'intérieur, environ un tiers des forces britanniques ont été tués sur le champ, y compris de nombreux officiers clés de Maynard. Les conséquences ont été la confusion et le chaos avec des tirs d'armes légères qui éclataient à travers les navires, dont un certain nombre s'étaient échoués sur les sables peu profonds. Barbe Noire a tenté de monter à bord d'un navire, réduisant la distance entre les 2 navires avant de capturer leur cible avec des grappins. À ce moment-là, un échange aurait eu lieu entre Barbe Noire et Maynard. Lorsque Maynard a déclaré son intention de tuer ou d'emprisonner Barbe Noire, le capitaine pirate a pris un verre de liqueur et, portant un toast à son ennemi, a déclaré « Que la damnation s'empare de mon âme si je te fais quartier ou si j'en prends de toi ». Ce serait un combat à mort dans cette bataille où plus que des lignes astucieuses ont été échangées et des grenades improvisées ont rapidement suivi, éclatant sur le pont britannique trempé de sang, le recouvrant de fumée, de flammes et de shrapnel volant. Maynard a eu la bonne idée d'ordonner à ses hommes de se mettre sous le pont, prêts à surgir à son commandement, et donc, lorsque Barbe Noire et ses pirates ont balancé pour s'engager dans un combat corps à corps, les Britanniques ont surgi des ponts en embuscade, prenant les pirates par surprise. Dans la fureur qui s'ensuivit, Barbe Noire et Maynard se sont affrontés en combat corps à corps, chacun tirant un pistolet à silex sur l'autre, mais manquant, les ont jetés et se sont avancés l'un sur l'autre, l'épée à la main. Un homme grand et puissant, Barbe Noire, a balancé son sabre sur Maynard, qui, en parant, a vu son épée se briser. Quelques instants plus tard, et Barbe Noire aurait tué le commandant britannique, mais dans le feu de l'action, un marin britannique a tailladé Barbe Noire à travers le cou. Chancelant en arrière, gravement blessé, Barbe Noire a été assailli par une foule d'hommes, frappant follement la grande figure barbue, enveloppée de fumée, le poignardant sauvagement jusqu'à ce qu'il soit mort. Les pirates restants ont perdu la foi et se sont rendus. Barbe Noire était mort et son équipage pirate vaincu. En examinant le corps, Maynard a découvert que Teach avait été touché par 5 balles et avait reçu des coupures. De nombreux pirates ont terminé leur carrière en hommes riches, beaucoup plus l'ont terminé dans la pauvreté. Certains ont fini pendus au gibet, exécutés pour leurs crimes. Mais peu de pirates sont morts en faisant un dernier combat aussi dramatique que Barbe Noire. Et ainsi, après sa mort, sa légende perdure.
Le corps du professeur a été jeté dans les criques, sa tête étant attachée sur le sloop de Ménard pour réclamer une récompense. Les lumières inexpliquées en mer sont encore aujourd'hui appelées par certains les lumières du professeur. La légende raconte que l'ancien capitaine pirate notoire erre désormais sur les hautes mers sur un navire fantôme, cherchant en vain sa tête décapitée afin que ses amis et le diable puissent le reconnaître. Bien sûr, ce n'est qu'un vieux conte de marin, mais ce qui ne peut être ignoré, c'est la figure plus grande que nature de Barbe Noire. Il se démarquait sur le champ de bataille énorme et intimidant et se distingue encore aujourd'hui de la même manière, un géant culturel qui domine les autres pirates dans notre imagination. Compte tenu de son apparence terrifiante et de son incroyable dernier combat, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Né en Angleterre vers 1680, on sait peu de choses sur la jeunesse de Charles Vane. Ce que l'on sait cependant, c'est que Vane était l'un des pirates les plus cruels à avoir jamais navigué sur les hauts haute mer, leader du groupe de pirates impitoyables et effrontés, le Flying Gang. Craint par beaucoup, Charles Vane était un homme miraculeux, refusant le pardon du roi alors que beaucoup d'autres se soumettait, échappant à Robert Ménard, l'homme qui a capturé Barbe Noire, pillant navire après navire, et tout cela en étant aussi horrible envers ses propres hommes qu'il l'était envers les marins capturés. L'homme était si doué pour la piraterie qu'il a presque réussi à mettre un terme à tout le commerce dans les Antilles, utilisant ironiquement la violence et la cruauté d'une manière qui frustrerait temporairement la traite transatlantique des esclaves. C'est l'histoire de comment Charles Vane a prospéré pendant si longtemps, malgré le fait qu'il se faisait des ennemis partout où il allait. Commençant sa carrière de pirate en 1716, Charles a servi dans l'équipage du capitaine Henry Jennings. Comme beaucoup d'autres navires pirates de l'époque, cela signifiait piller des navires ainsi que les camps installés sur la côte pour récupérer des galions espagnols naufragés. C'était lucratif en 1715. Environ 11 à 12 navires ont été naufragés au large de la Floride lors d'un ouragan, débordant de pièces d'or et d'argent frappées à partir de richesses prises dans les nouvelles possessions impériales de l'Espagne en Amérique centrale et du Sud, les gains mal acquis d'un autre type de commerce dans le sang. Cette collection de trésors était si grande qu'elle fait encore des chasseurs de trésors millionnaires à ce jour. Les pirates ont fait de gros profits, volant ceux qui cherchèrent de l'argent facile parmi ces navires perdus. Alors que Jennings accepta le pardon du roi en 1718, se retirant de la piraterie en échange de la liberté de persécution, Vane devint le capitaine de son navire. Handel a dirigé les membres de l'équipage qui, comme Vane, ont refusé de prendre le pardon, beaucoup d'entre eux étant des jacobins écossais sans amour pour George I. Cela s'est produit à une époque où la plupart des autres pirates se faisaient discrets, car les Anglais renforcèrent leur présence dans la région. Pourtant, Vane a pris sur lui de se démarquer. Capturé mais libéré plus tard, Vane a rapidement commencé à capturer des navires, gagnant en notoriété en organisant des passages à tabac et des tortures pour garantir la reddition des objets de valeur. Il a capturé un certain nombre de navires, dont un vaisseau français de 20 canons que Charles a fait son navire amiral. Un nouveau gouverneur est arrivé dans la région, naviguant sur son navire amiral, le Delicia, accompagné de 2 autres navires de guerre, le Rose et le Milford, des vaisseaux impressionnants pour asseoir son autorité. Ils ont traqué Vane, le piégeant dans le port de Nassau à New Providence. Vane était dans une situation délicate. Les navires anglais étaient plus grands et mieux armés. S'ils ne pouvaient pas les déloger et s'échapper, la capture et l'exécution semblaient inévitables. Les moments désespérés appellent des mesures désespérées. Cette nuit-là, Vane a transformé son navire français en navire incendiaire, le chargeant de matériaux inflammables et le dirigeant vers la flotte du gouverneur entièrement en flammes. Bien que tous les 3 de ces navires aient pu éviter les flammes si furieuses, jaillissant du navire de guerre condamné, ils ont été forcés de se disperser, débloquant le canal. Avec son ouverture dégagée, Vane a pris le commandement d'une petite goélette de 24 canons, la Catherine, et s'est échappé par la petite brèche qui venait de se former dans le blocus. Armé et plus en colère que jamais, Charles Vane était désormais l'une des plus grandes menaces pour la navigation dans l'ensemble des Caraïbes. Il a immédiatement commencé à faire ce qu'il faisait le mieux, semer le chaos et devenir riche et puissant grâce à cela.
Après une série d'attaques, souvent impliquant des tortures brutales et le meurtre de marins capturés, la flotte de pirates de Vane s'est rapidement agrandie. Avant longtemps, Charles commandait une force de 8 navires depuis son navire amiral Brigantine. Les efforts du gouvernement carolinien pour capturer Vane ont été vains. Il était connu pour enfreindre le code des pirates et sur des ensembles de conventions écrites, trichant régulièrement ses hommes de leur part équitable de tout trésor. Il enfreignait également les conventions envers les prisonniers, promettant quartier et traitement équitable aux navires, et lorsqu'ils se rendaient sans résistance, les torturant et les assassinant malgré tout. Charles Vane était vraiment un personnage exceptionnellement maléfique. Revenant en août 1718 au refuge de pirates de Nassau pour épouser une femme qu'il avait rencontrée, Charles a pendant un moment menacé de prendre la ville elle-même. Cependant, après son mariage, il a changé d'avis et a navigué vers l'embouchure d'Ocracoke pour s'installer avec Barbe Noire. Lors de leur rencontre, les équipages de ces 2 capitaines redoutés ont célébré pendant 2 jours et 2 nuits, se perdant dans des festins et des réjouissances ivres. Il serait fascinant de savoir exactement ce qui s'est passé lors de cette fête légendaire entre 2 des pirates les plus infâmes de l'histoire, si seulement nous avions plus de preuves. Hélas, les pirates, notoirement illettrés, n'écrivaient pas les choses. Et d'après ce que nous pouvons recueillir des festivités, ils ne se souviendraient pas grand-chose de ce qui s'est passé la veille, même s'ils avaient l'envie et la compétence pour l'enregistrer. Quoi qu'il en soit, après cette fête de pirates légendaires, Vane a pillé une île des Bahamas en octobre, repartant avec leur alcool et leur bétail. Le 23 novembre, une grande frégate a été repérée. Vane a ordonné de hisser le Jolly Roger, se rendre ou mourir. Lorsque la frégate a plutôt hissé le signe naval français et ouvert le feu, Vane a décidé de se retirer considérant ses navires surclassés. Cela s'est avéré être une erreur. Frustrés par un récent manque de butin, sans parler de la discipline de fer de leur capitaine et de ses tentatives continues de les escroquer de tous les objets de valeur qu'ils capturaient, l'équipage de Vane a pris cette retraite comme un signe de lâcheté et une opportunité de mutinerie. En peu de temps, Charles a été destitué de son commandement pour être remplacé par nul autre que Calico Jack Rackham. Calico Jack n'était pas non plus un lâche et ses aventures, aux côtés des 2 pirates travestis, Anne Bonny et Mary Read, sont vraiment exceptionnelles en elles-mêmes, mais c'est une histoire pour une autre fois. Vane, accompagné de 16 autres membres d'équipage qui le soutenaient, a quitté la flotte pirate sur un navire qui leur a été donné, naviguant vers les îles de la baie au large du Honduras. Pas tout à fait terminé avec la vie de pirate, ces hommes ont capturé des sloops en cours de route, mais tout s'effondrerait. En février 1719, cette petite mais croissante escadre pirate a été prise par un ouragan. Vane a été séparé des autres navires et a fait naufrage sur une île inhabitée. Il a survécu ici un certain temps grâce à la présence d'eau. Mais avec la présence d'eau est venu l'intérêt des navires de guerre, toujours à la recherche d'une boisson. Lorsque les navires anglais sont arrivés pour se réapprovisionner, Vane a été reconnu par une ancienne connaissance à bord. Il a été arrêté, emmené à Spanish Town en Jamaïque et emprisonné pendant un certain temps. Le 22 mars 1721, Charles Vance a été jugé pour piraterie, reconnu coupable et condamné à mort. 7 jours plus tard, il a été pendu à Gallows Point à Port-Royal. Pour décourager davantage tous ceux qui pourraient envisager l'aventure et les gros profits d'une carrière dans la piraterie, le corps de Vane a été suspendu en chaînes à Gun Cay, le plus au nord d'un petit groupe d'îles juste à l'extérieur du port. De ce point, les résidents de Port-Royal ainsi que les navires de passage auraient pu voir le corps en décomposition du jadis notoire Charles Vane se balancer de haut en bas dans la brise. Comme Barbe Noire, Charles Vane utilisait la terreur pour rendre les hommes loyaux et les captifs dociles. Malheureusement pour lui, sa tendance à la cruauté était moins calculée, plus inconsciente. Je crois que Vane prenait simplement plaisir à torturer les gens. La cruauté et la violence étaient souvent acceptées par les pirates, même si cela reste moralement condamnable. C'était une partie du travail. Mais cette tolérance se terminait quand ils étaient ceux qui étaient à torturer. Charles Vane a perdu son équipage, son navire et rapidement sa vie. Barbe Noire n'était pas étranger à la violence, mais il ne l'aimait pas non plus. Pour lui, c'était un outil. Teach préférait éviter d'arracher des ongles et de trancher des gorges, d'allumer sa barbe en feu et d'expliquer ses intentions cruelles dans les moindres détails de manière lente et colorée.
C'était une manière plus douce de pirater et ils n'avaient pas besoin de rincer le sang du pont aussi souvent. Malgré leurs différences, ces deux pirates terrifiants et mortels, Barbe Noire et Van, restent bien connus aujourd'hui, chacun étant si tristement célèbres qu'ils sont des noms familiers des siècles après leur mort. Barbe Noire définit notre image d'un capitaine pirate, un homme grand et imposant vêtu de manière flamboyante et barbu. Van définit également nos idées sur la cruauté des pirates, sans cœur, intrigants et égoïstes jusqu'au dernier moment. Avec des vies aussi fascinantes que leurs légendes, ces hommes seront rappelés pendant des siècles à venir. Et voilà les contes des deux capitaines de pirates les plus mortels et les plus redoutés. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.